conseil municipal du 7 novembre 2022. On a Suzanne qui est dans une réunion à la CCF et qui arrivera avec un peu de retard, vous avez dit. Redouane qui avait prévenu qu'il ne pourrait pas être là, mais on n'a pas reçu de pouvoir. Gérard Prado s'est excusé et il donne le pouvoir à Ligue Garrigue. Liliane Plat est excusée et elle donne le pouvoir à Aurore Pojol. Et Christelle Marot est excusée et elle donne le pouvoir à Denis Artis. Avant de démarrer, ne cachons pas notre joie d'être dans cette belle salle. Hein. Voilà, une salle à la hauteur et à la dignité de notre village. Ouais. Un petit coup de chapeau à toute l'équipe, bien sûr, mais en particulier à Denis, qui quotidiennement. Jusqu'au ménage, il l'a passé 10 fois, la grosse machine. Pour le voir relancer les entreprises toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, etc. C'est un travail de type. C'est presque plus difficile de trouver une entreprise qu'un médecin maintenant. Allez, donc, on commence par la lecture de l'ordre du jour, du procès-verbal de la séance précédente, pardonnez-moi. Je vais rapidement, vous avez reçu l'ensemble des documents il y a quelques jours, puisque on avait anticipé les congés de Barbara. Barbara n'est pas avec nous ce soir parce qu'elle a un problème familial et donc elle ne pouvait pas être avec nous. J'espère n'avoir rien oublié en introduction. Donc le compte rendu du conseil municipal du 26 septembre 2022, je vous le relis, mais on l'a passé en revue, précédemment. Il y a eu en premier point l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57, vous vous souvenez, c'était extrêmement passionnant, qui nous oblige à passer une nouvelle nomenclature comptable pour 2024. Nous, on l'anticipe à 2023. D'une certaine manière, on n'a pas eu le choix. Nous avons ensuite validé l'excédent budgétaire du Gourdis pour une somme de 200 000 € qui sera versée au budget de cette année. Ça a été voté par 19 voix, 0 contre et 0 abstention. Nous avons ensuite délibéré sur la création de 3 nouveaux postes en remplacement d'un certain nombre de personnes qui sont parties à la retraite. On verra plus tard sur la suppression des postes. C'est un poste d'adjoint administratif territorial à temps partiel à 20 heures par semaine, un poste d'adjoint administratif territorial à 25 heures par semaine et un poste d'adjoint technique territorial à 35 heures par semaine. Et vous avez voté 19 pour, donc 0 contre et 0 abstention. Nous avons ensuite délibéré sur le refus des élus du bureau de bénéficier d'une hausse de leurs indemnités, puisque vous savez que les indemnités des élus sont indexées sur les hausses des traitements des fonctionnaires. Et donc le bureau, dans son entièreté, a décidé de ne pas être concerné par cette hausse qui est relativement conséquente, parce qu'on était sur 3,5%. Et donc on a considéré qu'on n'en avait pas besoin. Vous avez tous été d'accord avec ça. Nous avons ensuite procédé à la suppression de la régie des recettes essentiellement sur les périscolaires. Là aussi, vous étiez 19 pour, 0 contre, 0 abstention. Nous avons ensuite délibéré sur le fait que cette salle devenait la salle du mariage et la salle du conseil municipal, la raison pour laquelle nous pouvons le faire. 1 milliard d'excuses en préparant la mise en place de cette salle. J'ai oublié de descendre la mariage et le portrait de notre président. Je dois le faire à chaque fois, mais le temps m'a manqué. Et donc, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon nom. Enfin, si vous voulez, mais moi, ça va. Donc, je pense que, a priori, personne ne nous taxera de nullité. Si certains peuvent le faire, on se déplace. Mais voilà, donc on a validé ça. On a ouvert le mandat de la vente aux agents immobiliers, puisque nous avons un ou deux terrains à vendre, et donc nous l'avons ouvert aux autres agents immobiliers. Vous avez été 18 voix pour, une abstention et 0 contre. Nous avons ensuite délibéré sur l'acquisition de la parcelle du garage du bâtiment juste à côté pour une somme de 23 000 € TTC. Donc vous avez voté 18 pour, une abstention et 0 contre. Nous avons ensuite délibéré sur l'acquisition d'un immeuble de la maison qui jouxte le garage à côté pour une somme de 155 000 €.
Question qui reviendra à l'ordre du jour parce que c'est soumis possiblement à évolution, on en parlera puisqu'il y a une réunion qui vous est proposée le 14 novembre, c'est-à-dire lundi prochain, pour qu'on débatte entre nous de ce projet-là. En tout état de cause, sur la possibilité d'acheter cette maison, vous avez été 18 à voter pour, 0 contre et une abstention. Nous avons ensuite entériné l'acquisition des terrains pour l'extension future de la station d'épuration, d'une part au bénéfice de M. Garrigue et d'autre part de Mme Palmero, respectivement pour, que je ne me trompe pas, 12 300 € pour M. Garrigue et 6 500 € pour Mme Palmero, étant entendu que cette délibération faisait suite à une délibération antérieure prise il y a quelques années et qui était sur un tarif beaucoup plus élevé. Et donc vous avez été 18 à voter pour, 1 contre et 0 abstention. Nous avons ensuite délibéré sur l'équipement du chèque pour une somme hors taxe de 6 031,13 € qui se répartit dans l'immobilier pour 4 600 €, le contrôle d'accès et les badges qui vous ont été remis pour 1 162 € et le panneau que vous voyez ici, et dont on remercie l'entreprise dans laquelle travaille Jean-Luc, qui nous a réalisé pour 240 € ce panneau. Vous avez 19 à voter pour, donc 0 contre, 0 abstention. Nous avons également délibéré sur l'équipement de la salle des arts pour avoir là aussi un pass, un badge de contrôle d'accès pour la somme de 1 236 €. Vous avez des 19 à voter pour, 0 contre et 0 abstention. Je rappelle que ces dépenses sont bien évidemment accompagnées d'une subvention du conseil départemental, systématiquement à hauteur de 40%, mais je ne l'abuse pas quand je vous le dis. Et puis, nous avons délibéré sur l'équipement d'un certain nombre d'éclairages par le SDEG à hauteur de 17 000 €, sachant que la part restante à la commune est de 7 908 €, puisque le SDEG en prend une partie, n'est-ce pas? Voilà, et sur cette affaire-là, vous avez été, je cherche vos votes, je ne les vois pas. Bon, en tout cas, ça a été validé. Et puis, sur le raccordement de 2 abribus qui ont été déplacés, pour une somme de 2 172 €, sachant que la part restante à la commune est de 964 €. Et enfin, nous avons échangé sur l'extinction partielle de l'éclairage public. C'était une décision de principe que nous avons mis en débat avec la population la semaine dernière, et pour laquelle nous allons prendre une décision définitive. Aujourd'hui, vous avez été 17 à voter pour, 0 contre et 2 abstentions. Voilà en ce qui concerne le procès verbal du compte rendu du 26 février. Y a-t-il des remarques, des discussions pardon, du 26 septembre, pardon. Excusez-moi. Juste pour les signatures, à savoir que Sylvain Pinot avait donné procuration à Jean-Julien, donc Jean-Julien il faut signer pour Sylvain, et Marie-Cécile avait donné procuration à Isabelle. Pas de remarques sur ce compte rendu? Tout va bien, vous l'avez reçu une dizaine de minutes à peu près. On procède à sa validation. Qui est pour ce compte rendu? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, c'est validé à l'unanimité. Donc, juste une question technique, ceux qui n'avaient pas là, il y avait deux procurations, ils votent pour la validation? Tu as donné procuration, c'est absolu que tu as donné procuration. Tout va bien? Ok, donc vous avez reçu il y a quelques temps de cela, je crois par voie numérique, mais surtout par voie papier, Denis vous l'avez déposé dans vos manettes, le compte rendu du rapport d'activité 2021 de la CCF.
Donc, nous n'avons pas vocation à le voter, puisque c'est à la CCF que ça se vote, mais simplement à en prendre connaissance et éventuellement, si vous avez des remarques, des choses à dire, bien que je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre, mais venez faire ce qu'il faut pour répondre à vos éventuelles questions. Vous l'avez reçu? Voilà. Est-ce que ça appelle de votre part des questionnements, des interrogations, des satisfactions, des mécontentements Vous l'avez appris par cœur? Bien. Alors, qui peut parler de ce qui se passe dans la page 51? Ok, donc nous prenons acte de ce compte rendu. Alors, nous avons ensuite le reversement. Donc là, vous l'avez reçu aussi ce document-là. J'espère que vous l'avez lu. Donc, le législateur a prévu que dans le cadre du Code de l'urbanisme, il doit y avoir une reversion tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par les communes au bénéfice de l'EPCI dont elle est membre. Tout ou partie. Donc, lorsque ça a été débattu en commission finance de la CCF, les membres dont je fais partie ont proposé qu'on soit sur le pourcentage minimum, c'est-à-dire 1%, sachant qu'on est obligé de reverser quelque chose. Donc, l'ensemble des participants ont proposé que ça soit 1%, donc nous devons, on aurait pu faire 0,5, mais peut-être que ça aurait attiré l'œil. Donc voilà, 1% de ce que l'on perçoit de la taxe d'urbanisme sera reversé à l'EPCI à partir de 2022. Y a-t-il des questions sur cette affaire, sachant que bon, ça nous est imposé le fait qu'on reverse. Ce qui ne nous est pas imposé, c'est le montant. Ça va? On a négocié 1%, ça vous va? Qui est favorable à cette reversion? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Merci. Pardon? Bah, vous avez dans le noir. Quoi. C'est devant le dire. C'est mieux. C'est comme vous Ensuite, nous avions une délibération à prendre. Alors, je ne sais pas si tu te sens à l'aise, Didier, pour le faire, ou si tu préfères que je le fasse à propos du contrôle des assainissements collectifs. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'on soit en situation de pouvoir contrôler les assainissements raccordés au réseau collectif en cas de cession du bien. Jusqu'à présent, les assainissements individuels sont contrôlés parce qu'ils sont stipulés dans l'acte entre le vendeur et l'acheteur, et la mairie n'intervient pas. Mais en ce qui concerne le raccordement au réseau collectif, puisque c'est le rapport au réseau collectif, le notaire n'a pas plus de choses que ça. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est pouvoir vérifier la qualité du raccordement au réseau collectif. Donc, on mentionne le SNEA pour réaliser ce contrôle et il est gratuit pour la collectivité. Ce qui veut dire que chaque fois que quelqu'un vendra un bien qui est dans la zone raccordable et qui est raccordé de tout à l'écoute, le CNEA réalisera un contrôle de la qualité, de la conformité de cet assainissement. Ça va? Pas de questions? Oui, je t'en prie. Ah bah s'il ne l'est pas, il faudra le mettre en ordre. Donc si on est sur la parcelle qui appartient au propriétaire privé, ça sera lui à le faire. Si on est sur la voie publique, ça sera, à mon avis, au SNEA à le faire. L'idée, c'est de vérifier que l'habitation est correctement reliée au réseau collectif. L'obligation En cas de vente, absolument. Peut-être comme pour l'assainissement non collectif, c'est à la charge de la personne à un an pour le faire à partir de la commune. c'est pas forcément à la charge du vendeur.
c'est pas forcément à la charge du vendeur. C'est négociable dans le prix, donc c'est à la charge aussi de l'acheteur. Oui. Et comme dit Marie-Pierre, il y a un an pour l'exécuter. Comme pour Et au moins, c'est comme un l'assistance contrôle technique, technique, c'est un contrôle technique, donc tu sais que tu achètes dans les conditions où c'est à l'époque. Ce qui permet à l'acheteur effectivement de savoir dans quelle situation. C'est vrai que ça se pratiquait pour les assaisonnements hors zone de collecte, là c'est pour les assaisonnements sur le réseau collectif. certaines communes qui le font depuis longtemps, et d'autres qui le font, voilà, c'était pas monnaie courante, et ça devient de plus en plus. Par contre, cette obligation, à quel moment elle est spécifiée à l'acquéreur? Le vendeur, il le sait ou il ne Au sait moment de la pas. vente. Et en fait, dans la mesure où la mairie va bloquer quelque chose, si c'est Oui. accepté, la personne qui va vendre devra être informée, soit par le biais de la mairie parce qu'elle va aller chercher l'information, soit par le professionnel qui va s'en occuper, d'avoir l'information. C'est comme un tout, c'est censé le savoir. Donc c'est une transparence en fait. Oui, 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 oui. C'est une transparence. Et puis nous, ça nous permettra de voir comment les. Moi, je ne me satisfais pas. C'est-à-dire, Est-ce que c'est une transparence orale ou c'est quelque chose d'acté? à du moment que la mairie va, enfin, si j'ai bien compris le document qui est là ce soir, du moment que la commune se porte, enfin, est d'accord pour cette pratique-là, ça sera obligatoire. Hein. Oui, mais ça sera obligatoire, mais ça sera stipulé dans l'acte que le rapport à l'assainissement collectif est conforme ou non conforme. Et après, effectivement, ça appartiendra soit au vendeur, soit à l'acheteur de s'entendre sur la mise en conformité et le délai qui sera imposé pour la mettre en En œuvre. fait, les habitants de Vionnet qui sont censés être informés de ça. C'est une fonction. Pardon? Entre les infos dans Internet, non? On pourra, oui, effectivement. Ça peut être. Oui, parce que c'est assez important dans la mesure où jusqu'à présent, je m'en sais une possibilité de ne faire pas d'obligation de le faire, enfin, pas d'obligation. Si ça nous devient, mais. Mais c'est le notaire qui est garant que les deux personnes sont au courant. Ce sera monté, c'est le notaire, oui. Il met un regarde, ça fait partie des bilans énergétiques. C'est ça. Ces bilans qui sont cités Au obligatoires. moment que c'est spécifié, parce que le notaire, il sera enseigné à savoir si c'est un collectif ou un individuel. Au moment que c'est un collectif, il peut demander ou à la mairie, même si la personne n'a pas les fonds, de faire enseigner, parce que dans les plusieurs communes, tu peux le faire. C'est sur quel support? D'ailleurs, on en parlait. Hein. Sur quel support c'est stipulé cette obligation désormais? C'est dans le PLU que c'est rajouté? Ça va? Ah non, c'est pas dans le PLU. Comment ça veut dire que Non, si c'était dans le PLU, ça s'imposerait. Puisque le PLU est. Mais après, je crois qu'il y a une demande à la mairie, en fait. Ouais. souvent il y a une analyse. Là, on le voit hein, sur le document qui vous est parvenu, la nécessité de vérifier, parce que c'est ça aussi qui pose le souci, je crois. Hein. C'est pas tant le rapport des eaux usées, c'est la nécessité de vérifier la séparation correcte des effluents eaux usées et des effluents eaux pluviales dans le réseau. Il y a quelquefois, il y a des choses qui se mélangent un peu, et sur la charge à la station d'épuration, nos amis du SLEA nous ont dit qu'il y avait peut-être une charge qui pouvait être évitée liée au fait qu'il y a des eaux pluviales qui allaient dans les eaux usées et qu'au bout du compte, ça chargeait davantage. Donc, théoriquement, il faut séparer. Pardon. Ça arrive souvent sur les Là, je pense que ça concerne probablement pas mal de résidences quand même. Pas forcément. Peut-être attendez par la Peut-être. Je vois qui c'est qui m'a demandé ça. Y a-t-il d'autres questions sur cette décision à prendre? Voilà Suzanne qui nous rejoint à la sortie de sa réunion. On l'attend pour voter? Oui. Hein, mais monsieur. Je crois qu'il en soit. Tiens. Hein? C'est le SLEA, si vous avez obligé d'aller. Salut Suzanne. On t'a excusé pour le retard. On a mentionné le fait que tu étais dans une réunion jeunesse à la CCF. C'est le SLEA qui t'a dirigé vers cette information. Je sais pas. C'est de courant. Pardon? C'est de courant. Je sais pas. C'est pas voulu. C'est pas comme ça.
C'est mais on a Non, mais c'est pas grave, parce qu'il y a dû y avoir un texte officiel qui passait. Mais plusieurs fois, on a entendu les interlocuteurs du SNA dire qu'ils faisaient des tests à la fumée, etc. et qu'il y avait probablement un certain nombre d'habitations qui mélangeaient les choses. Suzanne, on est en train de voter, on se prend un pied au pied levé, on est en train de voter le fait que des résidences en zone raccordable seront contrôlées sur leur assainissement collectif au moment de la vente. Voilà, on est en train de voter ça. Je te le fais un peu court, c'est pas forcément très confortable à bien d'arriver. Est-ce que tu as besoin d'éléments complémentaires ou est-ce que ce que je viens de dire Non, c'est bon, ça va. Donc, qui est favorable à cette nouvelle pratique? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, on va procéder sous forme de délibération à la suppression des postes, puisque aussi bien nous avons créé les postes de remplacement, il faut supprimer les postes de 2 agents qui sont partis, qui partent à la retraite cette année. Il s'agit de la suppression d'un poste administratif et il s'agit à suivre d'une autre décision concernant un poste d'un employé technique. Donc nous devons valider le fait que ces postes sont supprimés de l'organigramme municipal. Avez-vous des questions sur ces suppressions de postes? Ils ont été remplacés, hein, c'est les postes qu'on a créés, et donc j'ai fait le cas dans le compte rendu précédent. Ça va? D'ailleurs, un beau départ à la retraite qui leur a été fait, hein, pour celles et ceux qui ont pu être là. Je crois qu'ils étaient ravis et très émus de cette manifestation. Ça va, je vous propose qu'on vote les deux en même temps, parce que je vais vous dire la même chose. Qui est favorable à la suppression de ces 2 postes-là? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Très bien. On passe ensuite au fait d'entériner le choix du cabinet d'architecte en vue de la réhabilitation du presbytère. C'est pas ça. Moi, j'ai actualisation du plan de financement et subvention des travaux. Ah, j'en ai sauté un? Oui. Bon. Je vais vite. Non, mais ils sont inversés sur mon truc, c'est pour ça. Donc, très bien. Voilà, donc on a validé ensemble en son temps une demande, en tout cas une enveloppe de travaux pour la salle des arts qui s'élève à 44 574 € hors taxe et pour lequel, vous le voyez à l'écran, un certain nombre de demandes de subventions ont été faites au département et au fonds leader. Jusque-là, pas de souci, pas de problème, sauf que le fonds leader, pour retenir notre dossier et le passer en commission, a demandé à ce que le plan de financement soit validé par le conseil municipal. Or, on avait nous validé le coût des travaux, mais on n'avait pas validé le plan de financement, c'est-à-dire comment se répartissaient les charges financières de ces 44 000 €. Donc, on doit valider le fait que les travaux qui sont largement engagés, que vous avez probablement vu, que vous verrez en tout état de cause le 19 novembre à l'inauguration, si vous pouvez être là, se répartissent de la façon suivante. Une demande de subvention auprès du département pour 17 829,76 €, soit 40%. Une demande de subvention au fonds leader de 17 829,76 €, pourcentage équivalent. Et donc un autofinancement pour la ville à hauteur de 8 914,89 €. Voilà la charge qui serait à imputé au budget de la commune sur la section investissement, qui somme toute, si on obtient ces subventions-là, qui est acquise pour le conseil départemental, qui va suivre son cours, mais sur lequel on n'a pas encore de résultats parce qu'il faut que ça passe en commission pour le fonds leader, laisserait une charge à la ville tout à fait honorable. Hein, ça veut dire qu'on serait à 80% de subvention également sur ce bâtiment-là. Ça a été le cas pour le SMIC, ça a été le cas pour la mairie, ce serait le cas pour la salle des arts.
Bon, ça, c'est des travaux qui ne coûtent pas cher à vivre. De date, c'est quoi déjà? C'est les fonds européens. Alors, on est convoqué une fois par an pour défendre le dossier. Là, on y a été, j'y étais dernièrement, c'était pourquoi? C'était pour, non, c'était pour le. Oui, c'était pour l'aménagement de la poste. Et donc, devant une commission, on défend le dossier, on sort, ils statuent et ils nous disent il y a un certain nombre de critères de points qu'on remplit, le partenariat, les comptes de subvention, le coût, le machin, etc. Et quand on revient une minute après, ils nous disent aussi la commission nous attribue parce qu'elle était là pour l'ancienne poste qui est devenu un cabinet médical. Voilà, sur le, donc, pas d'incidence sur l'engagement de finances, mais simplement une répartition de la charge. Voilà. Ouais. Avez-vous des questions, des remarques sur ce plan de financement? Tu vas bien? Ça va. Ouais, il faut qu'on en profite parce que ça veut dire que je ne peux pas penser. Hein? Qui est favorable à ce plan de financement que vous avez sous les yeux? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc maintenant, on est au sujet suivant. C'est bien celui-là, Jean-Julien? Le 6. Voilà. Alors simplement, avant que Jean-Julien aille sur le... Non, on fait sur le fond parce que tu as rencontré les gens, on était là aussi, etc. On a procédé de la façon suivante avec la commission d'appel d'offres, hein, qui est souveraine d'une certaine manière. Donc ce qu'on vous présente, c'est le choix de la commission appel d'offres, mais ça a été fait en lien avec les membres du bureau et surtout en lien avec la commission patrimoine, qui a été investie dans ce projet-là, et notamment dans l'étude des différents, et dans l'audition, hein, puisque un certain nombre d'architectes ont été auditionnés. Je te laisse rappeler la procédure. La procédure est simple. Hein. On a lancé un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres durant un trimestre. Il y a 8 architectes qui ont répondu. Sur les 8, on en a sélectionné avec. Pensez à parler fort pour enregistrer avec les membres de la commission de patrimoine. On a sélectionné 2. Ouais, voilà. On a reçu pendant 1 heure chacun à leur tour avec, on avait étayé un questionnaire qui est identique pour les 2, donc les mêmes questions ont été posées aux 2. Et à la fin, il est apparu que c'est la SA architecte, donc ce sont 2 architectes qui sont basés à Armandine-Sainte-Tagne, un cabinet architecte féminin, avec Madame Tex et Madame Ramos de mémoire, si je ne me trompe pas, et qui ont été retenus pour le projet du presbytère, avec, je dirais, bon, elles ne nous ont pas fait sauter sur le siège, elles nous ont fait rêver un petit peu, et puis surtout elles ont quand même une connaissance de toute la partie réhabilitation ancien monument, elles ont toute la partie restauration, elles ont toute la partie hôtellerie, puisqu'elles ont quand même réhabilité pas mal d'anciens châteaux dans le secteur en hôtel-restaurant. Voilà. Je vous le fais vite, mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc on les reçoit mercredi, donc elles viennent avec leur bureau d'études et ainsi de suite pour commencer à regarder la structure du presbytère, à faire les sondages divers et variés. Elles commencent leur boulot. On s'est fixé comme objectif, malgré différents aléas, je ne vais pas rentrer là-dedans, on s'est fixé comme objectif une inauguration pour le 28 2024. Pardon. Donc voilà. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On s'était fixé comme objectif juin 2024 avec l'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, après on sait qu'on ne tiendra pas. Donc on s'est fixé là maintenant, on est au 20 août 2024 et j'espère qu'on le réalisera. Voilà. On est fini pour vous. Ils ont été auditionnés parce que, bon, il l'a dit, mais les 2 cabinets, parmi l'ensemble de ceux qui ont postulé, nous semblaient arriver pour des critères différents les uns des autres, pratiquement au même niveau. Et donc, on a débattu dans la commission, on était assez partagés, et on n'était pas unanime. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, le plus simple, puisqu'on a le droit, c'est de les recevoir, et donc, audition, questionnement, et là, les choses étaient quand même plus claires. Et
Et ce qui a joué dans la balance, c'est effectivement l'expérience de la rénovation de bâtiments qui relèvent du patrimoine. Vous avez une expérience avec un certain nombre de documents et de bouts qui sont assez séduits. Certains avec des coûts de réhabilitation très chers, d'autres avec des coûts de réhabilitation à la hauteur de ce que l'on veut y mettre. Donc, la rémunération pour les études de diagnostic s'élève hors taxe à 7 350 €. Et la rémunération pour la mission de maîtrise d'œuvre s'élève à 47 530 €, soit un total de 54 880 €, sachant que le budget que l'on avait décidé sur la base de la préconisation du CAE est de 490 000 € pour cette réhabilitation-là. Réhabilitation du bâtiment complète sur 2 étages et qui ne comprend pas les extérieurs. Uniquement la réhabilitation du bâtiment pour en faire un local professionnel et un logement pour le ou les restaurants. Voilà, donc une fois que l'on entérine cette affaire-là, le travail va démarrer, ça va démarrer une bonne partie de 2023. On essaie de démarrer, si possible, à partir de décembre 2023. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet-là, qui est un projet un peu historique, il y a longtemps qu'on en parle. Alors la raison pour laquelle ça ne se fait pas immédiatement, Jean-Julien dit d'aléa, c'est qu'on ne peut bénéficier d'un projet important par an que d'un projet important par an, et en 2023, c'est la salle des fêtes. Et donc on ne pouvait pas bénéficier de l'aide de l'État et de subventions importantes, puisque des budgets de cette affaire-là, on n'a droit qu'à un seul projet par an. Donc on est obligé de décaler. Sinon, ça c'est. Pardon? Ça c'est la rémunération. Ah oui. C'est après les philo, les travaux, ainsi de suite, un pourcentage qui est reversé sur telle phase, c'est des phases de travaux. Je pensais que c'était le prix de la réhabilitation. Près de la réhabilitation. On l'a attendu 2 ans. Marie-Cécile, tu avais une question? Oui, la subvention pour la réhabilitation, c'est des gros budgets un par an. La subvention pour la réhabilitation ou pour la maison médicale, ce sera en 25 alors? Non, parce qu'on n'est pas sur les mêmes subventions. C'est-à-dire que le plan de relance, on n'en bénéficiera pas sur une structure médicale. Là, on en bénéficiera. Et sur la subvention du conseil départemental, les maisons de santé sont un financement à part. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de la subvention pour les maisons de santé en plus d'un projet appel. Parce que c'est une priorité du département. Donc là, on n'est pas obligé d'attendre 25 pour le faire. Ça va sur ce projet de réhabilitation du presbytère, ça va être un beau chantier. C'était clair, on ne sait pas encore ce que ça va donner, on va voir ce que les gens vont proposer, et puis on se réunira à la commission patrimoine de l'ensemble du conseil aussi pour que vous puissiez suivre les premiers plans, les premiers copies, on pourra se projeter. Ça va, pas d'autres questions? Oui. Non, c'est par rapport à ça, parce qu'on est dans le presbytère, vous savez pas, il y a des jeunes étudiants d'un lycée en partie BTS qui sont venus au mois de mars faire des travaux pratiques. Donc, je reçois leur professeur la semaine prochaine, il vient m'amener un plan du presbytère en 3D et l'imagination des jeunes élèves pour en faire un restaurant, comme ils ont aménagé, ainsi de suite. Donc, j'aurai l'occasion de vous le passer, de distribuer, comme ça, vous aurez une vue un peu plus synthétique. Sachant qu'il n'y a rien de fait, mais c'est la vision de ces jeunes. C'est un exercice pour eux, c'était les travaux pratiques de la 2e année de BTS, et c'est le lycée de Beaumont de Lomagne, Gérard Mousseline, en relation avec ces gens. Peut-être que les architectes sont en imprégneront. Je pense qu'ils s'en imprégneront, ne serait-ce que par rapport au relevé topographique aussi, au relevé topographique complet aussi. Ça va sur ce sujet-là? Pas d'autres questions?
Donc on le soumet à la validation, sachant que c'est la commission appel d'offres hein, qui décide, mais quand même, c'est important qu'on puisse valider la décision de la commission appel d'offres. Qui est favorable? Pardon. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Et l'abstention. L'acquisition des photocopieurs pour les élèves, Laurent, tu nous en dis deux mots? Oui. À l'école élémentaire, à l'école maternelle, il y a un photocopieur dans chaque école. Et ces deux photocopieurs, à l'élémentaire, il a eu 10 ans au mois de juin. Donc là, on n'a plus de contrat de maintenance et d'entretien. Et à l'école élémentaire, il arrive 10 ans en mars 2023. Donc, vous dire que les deux commençaient depuis un an à peu près à montrer des signes de défaillance. Donc, donc il fallait se coller à faire plusieurs sociétés. Et avec l'aide de Jean Julien, négociateur Jean Julien, nous avons vu deux sociétés. Donc la société Vela, c'était la société qu'on avait auparavant, et la société XCO. Donc nous les avons rencontrés Vela plusieurs fois et XCO une fois. Donc ils ont fait des devis tous les deux. Donc ils ont fait des devis pour 2 appareils neufs. Ils ont fait des devis pour un neuf et un reconditionné parce que l'école élémentaire fait à peu près 80 copies en mai. 80, qu'est-ce que j'ai dit 80 000 copies en mai et l'école maternelle fait à peu près 35 000 copies en mai. Donc on s'est dit peut-être un reconditionné pour l'école maternelle. Donc ils ont rendu leur devis et en fait il n'y avait pas de grosse différence. Il y avait entre 2 neufs et un neuf et un reconditionné, il y avait une différence de 600 € pour les deux, donc ça faisait 300 € par école à peu près. Donc on a pris la décision de vous proposer 2 reconditionnés, 2 neufs. Donc c'est la société Vela qui nous a fait l'offre. Mais il faut retenir la somme hors taxe de la TDC. Non, mais c'est une erreur. Parce que la TDC, ça fait un peu cher. 78 000, 78 000. Mais non, mais un mot, c'est bien écrit. Ah non, oui, mais 7 800. il y a le 7 qui s'est. Mais je t'augmente, hein. Oh, mais non. Non, c'est pour ça qu'il faut retenir l'autre taxe. Ah oui, non. Donc voilà, donc c'est la société Vela qui nous a fait l'offre la mieux disante. Donc 2 photocopieurs neufs pour 7 840,80 € TTC. Est-ce que vous avez... Sachant qu'on va bénéficier de 40%, bien sûr, monsieur, c'est pour ça sur son montant. Donc, ce qui a motivé le fait d'acheter et pas de louer, parce qu'on peut aussi louer, c'est que, comme le dit Aurore, on a une subvention de 40% pour du matériel, sachant que le matériel, Aurore l'a dit, il y a 10 ans à peu près qui 6 ans. Et que bon, le matériel qu'on a acheté depuis 10 ans, bon, je pense que c'est le moment de renouveler. On a étudié plusieurs possibilités, on a étudié, comme l'a dit Aurore, ça qu'elle a dit, on a étudié aussi le fait d'avoir un très gros photocopieur pour les 2 écoles parce qu'elles se jouxtent. Et on nous a expliqué, en tout cas les prestataires nous ont expliqué que ce n'était pas forcément la meilleure des idées, même si économiquement on pouvait à la marge gagner un peu, en termes de gestion ça allait être un peu plus compliqué, etc. Et donc on est reparti sur deux photocopieurs. Rajoutons aussi que l'entreprise Vela est l'entreprise qui travaille historiquement avec la ville. Pas que l'État. On a l'option d'avoir 2 machines et que si tu as une petite campagne, tu vas mettre une autre. C'est ça, c'est ce qu'ils nous ont expliqué aussi. Oui. J'espère juste qu'ils ne vont pas envoyer les enfants faire des photocopies comme ils faisaient du temps de mes enfants.
A priori, ça ne se fait plus. Du temps d'aujourd'hui, qui n'est pas le temps de nos enfants. Mais tu as raison, ça fait partie Oui, effectivement. non, mais on en a déjà parlé. Ça ne se fait plus, apparemment. Ça fait partie des consignes, effectivement, selon lesquelles c'est l'adulte, l'enseignant qui doit faire des copies, parce que c'est vrai que les enfants, il faut qu'ils font des erreurs. Sur 80 000 copies par an, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Je pense que c'est pas la bonne idée. Là, on a du matériel qui est du matériel assez performant. On a Oui, je veux dire, quand il faut lever les volets, remettre. C'est quoi la marque GLS La marque, c'est Minolta. Minolta, c'est Géant. Ça doit être Géant. Il avait été évoqué à un moment donné la possibilité d'avoir un type de char ou type de code, de manière à ce que chacun explique leur Ça va être code. fait. Ça c'est intégré dans les machines pour essayer de jauger un petit peu, voir ce qui se passe aussi. Dans le prix, donc, il y a un contrat d'entretien. Dans le prix, il y a l'installation, ils paramètrent les 8 portables, scanners, et le codage là pour voir un petit peu. Il y a des ratios actuellement, si on ramène le nombre de copies ou le nombre de gosses, il y a des ratios qui existent comme ça, bêtement, statistiques, savoir si on est au-dessus, en dessous. Non, mais si, en fait, vite fait le calcul, 80 000 copies sur 200 jours de classe, ça fait combien? Oui, mais ça fait beaucoup. Et après, divisé par le nombre d'enfants, ça fait, grosso modo, on avait regardé, 1,8 ou 2 copies par jour. Par jour, c'est pas. Voilà. Pas énorme, mais Il faut toujours pas mettre que du papier, il n'y a pas des écrans. si Par rapport à ils l'écran, peuvent faire avec des manuels, mais on va pas payer les manuels. C'est pas stable. On avait posé la question, mais dans ce cas-là, ils achètent des manuels. Et à mon avis, Et sur 80 000 copies, si on regarde il y a 10 ans, on a un chiffre. c'est à peu près pareil. Ça va. Ça a un petit peu augmenté pendant le Covid, bien entendu, mais sinon, on a toujours été à peu près entre 70 et 80. le prix de la copie étant de 0,0045. Ouais. C'est-à-dire que 90 000, ça fait un budget de 500 ou 600 euros. L'éducation nationale, c'est pas encore modernisé. On a des tableaux là. Ah, c'est sur les. Comme à la mairie, quoi. On a pas la mairie, c'est bien laser. Non, mais plutôt la fonction de l'appareil, quoi. C'est pas la qualité laser, non, parce que je suis surprise par rapport à moi, je cherche, par exemple, il y a des ans, Mais là, tu le payes. Regarde, il y en a deux, c'est 6 500. non, mais c'est pour ça, c'est pas cher. On dirait que la négociation était plutôt reculée. Parce que moi, je pense qu'il y a 12 ans. Non? Non, les négociations, c'était quand même. Ouais. Je demande à une femme, non, vous n'avez pas payé. Après, il y en a d'autres. Ça va sur les photocopieurs est-ce que vous avez encore des questions sur l'acquisition des photocopieurs pour les écoles élémentaires et maternelles? Ça va? Oui, Marie-Cécile me pose la question des cartouches de toner. J'ai dit, mais c'est compris dans le contrat d'entretien, dans le contrat de maintenance d'entretien. Ça, c'est juste l'acquisition. Après, il y a un contrat de maintenance. On vend le déplacement, de l'encre, le dépannage, les pièces de rechange. Oui, non, après, là, les cartouches qui font la main, Ça? Bah, surtout pour les matériels neufs. L'intervention sur les matériels neufs en termes de dépannage est rare. C'est surtout quand on commence à avoir 5 ou 6 ans sur le matériel, là, il y a des interventions, des pièces à changer. après, tout est automatisé dans la main, t'as pas de d'entretien, souvent, Je suis à distance, je pense. Oui, oui, le Oui, bon je assistant. pense à distance. c'est automatisé, en fait. Moi, je paye. Bon, les écoles seront contentes, je crois. Hein. Oui, j'ai pas aimé depuis. Je suis content parce que c'est vrai que. Ça va sur cette affaire-là? Qui est favorable donc à l'achat de 2 photocopieurs neufs pour un montant hors taxe avant subvention à 6 534 €, sachant qu'on aura 40% de subvention sur cette affaire-là?
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on est. Bon. Alors, C'est quoi que tu cherches, Philippe? je cherche la réhabilitation. Ah, ouais. Donc vous l'avez à l'ordre du jour, hein, mais on ne l'a pas en document, en support visuel, pour la simple et bonne raison que l'apparat devait le faire aujourd'hui, puisqu'on a reçu les données très tardivement. Mais pourtant, c'est quand même à l'ordre du jour, donc on peut le passer. C'est l'aménagement de l'espace associatif. Non, oui, c'est ça. Associatif et cultuel, l'ancien garage de l'église. Oui. Tu as, Denis? Oui. Donc, comme on l'avait déjà évoqué pour le presbytère, il y avait des réserves, et pour lever les réserves, on s'était engagé à leur donner une salle paroissiale qui est l'ancienne Corbillard, qu'on appelle, c'est juste la petite salle à côté de l'église, de l'église sur la gauche. Donc on va réaménager cette salle-là et je vais vous donner les décors de métier en construction maçonnerie, le plafond, l'électricité. Il y a une somme de 13 194,18 hors taxe. Et comme l'objet de la demande, c'est pour une demande de subvention, on espère 40% du département, donc c'est 7 277, et on aurait à notre charge 7 916 euros pour réaménager cette salle-là, qui ne servira pas que pour paroissiers, qui servira aussi de salle associative, si au besoin, puisque aujourd'hui, on a tous bien compris qu'il n'y a pas une salle spécifique à une association, mais à toutes les associations pour le besoin. Ah bon? Quelle surface au sol y a-t-il? Ah, c'est pas très grand, hein? Ah bon? Il y a une porte-fenêtre derrière le volet. Il y aura une porte-fenêtre derrière le volet qui n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que le volet. Là, il y aura une porte-fenêtre à la. Bon, c'est une petite salle de réunion qui servira donc pour l'ensemble des cultes hein, qui le souhaitent, mais également pour la vie associative, tous ceux qui ont besoin de se réunir, quelle que soit leur obédience religieuse ou quelle que soit leur activité. C'est une salle petite, donc on ne peut pas tenir 25 dedans, hein, mais si on est 7, 8, 8, 9, on va mettre pour une préparation de manifestation, pour une organisation. Un local qui sert à rien. Hein. C'est une salle qui pourrait être trouvée ponctuellement ou pas? Non. Oui, ce sera chauffé. Il y aura un peu d'eau chauffée. Non. Les toilettes sont carrément de l'autre côté, ça par les maisons. Si le côté de la paix, vous l'enlevez à l'église, tu pourras aller à la toilette. Donc voilà, il faut le passer au vote. Avez-vous des remarques, des questions sur le réaménagement de cet espace? On s'était dit, hein, c'est un engagement vis-à-vis qu'on avait pris vis-à-vis du prêtre, etc. C'est un engagement qu'on a pris aussi vis-à-vis d'autres pratiques culturelles, pour qu'ils puissent avoir un espace de réunion en cas de besoin. Voilà, donc je pense que avec cette salle-là, c'est ici, la salle des arts, la salle des fêtes, on va commencer à avoir des espaces qui permettront à plusieurs activités de se dérouler simultanément, le week-end, en soirée, etc. On va commencer à disposer d'espaces assez confortables pour les citoyens. Il y a une partie de temps qui est réalisée par les employés encore. Non. Bon, on a regardé la peinture, non? Non, même pas.
D'autres questions? Donc, tu nous rappelles à la charge de la ville, la déduction faite du conseil départemental. Charge de la ville, 7 916,51. Et le budget total? 13 294,18. Qui est favorable à la réhabilitation de cet espace? Qui est défavorable? Qui s'abstient? J'essaie de reprendre mon fil parce que c'est pas très bien organisé mon truc là. Extinction de l'éclairage public. Non, ça c'était sorti, c'est sorti. Ça c'était sorti. On fera un point après. Et donc là, on a la question de l'extinction de l'éclairage public. Peut-être on peut faire passer les embellissements d'abord, si tu veux bien, Julien. Et on finira sur l'éclairage parce que peut-être qu'on va discuter un peu. Voilà. Alors je cherche s'il y a des petits embellissements, c'est là. Bon, c'est pas grave, j'avais préparé un petit diaporama pour être un peu plus clair que ça. Je vais regarder si Et vous l'avez eu dans les dossiers. Non, c'est parti. Donc, la première des choses, Philippe m'avait demandé de regarder les entrées de village pour redonner une âme, une image, en fait, ce qu'on veut, mais aux entrées de village, de mettre Vilodric en valeur. Donc, sur le rond-point, on a privilégié la construction. Alors, toujours, tout ça étant dans les normes du code de la route, de la CCF, du département, de la communauté entière, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce qui sera fait sera aux normes. C'est pas. on crève de ça. C'est pas. Voilà. Et moi, j'en crève de ça. Donc, mais c'est bon. Donc, je vous avais préparé et ils nous ont bien délimité. Si vous passez au rond-point, vous verrez qu'il y a un rectangle jaune. Donc, c'est là qu'il faut le faire, pas ailleurs. Bon, la seule chose, c'est que samedi, en rentrant de rendez-vous avec monsieur le maire, on s'est aperçu qu'il y avait le gros rond bleu avec la flèche pour dire il faut aller par là, c'est en plein milieu. Bon, donc, à voir et on verra ça. Donc, ça, c'est pour dire donc, un petit mur et en disant on veut à nouveau mettre Vilodric en valeur et lui donner vraiment ses racines. Donc, l'idée, ça avait été de dire on mettra en lettres, c'est dommage que ça passe pas, mais en lettres portaines acier, ce qui sera fait par le jeune métallier, Vilodric sur un mur de 80 avec des lettres, ça pourrait faire 60 cm sur 10 cm de haut, et en dessous, berceau du Wislet. Blanc. Hein? Oui, le métallier de Vilodric, oui. Ah. Je ne sais pas si c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est l'air. C'est quoi le petit rouille royal? Oui, c'est l'acier du fer. L'acier qui rouille là-bas, oui. Ah, voilà le rond-point, donc on vous l'avait repris comme ça. Vas-y, descends, tac. Voilà. Donc, si tu peux me faire dire pour vraiment quelque part là-bas, tu vois, au fond, là. Celui-ci? Ouais. Celui-ci? Celui-là. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc, il y avait eu plusieurs idées de comment on écrit Vilodric, comment on l'écrit, pas comment on l'écrit en penché, si on le met par-dessus, si on le plante dans la terre, machin. L'idée qui semble germer et qui semble être la moins chère aujourd'hui, c'est la première, avec un Vilodric écrit et perso du Wislet blanc en dessous. Voilà un petit peu ce qui. Parce qu'après tout le reste, le métallier nous a expliqué que lui faisait des découpes laser, mais il y avait des lettres qu'il fallait rattacher entre elles. Il y en a d'autres où il y a des ronds, il faudra les combler. Sur le mur Vilodric, c'est pas très génial parce qu'on trouve juste le petit Wislet blanc en dessous. Et celle-là, Vilodric au milieu, on dirait qu'on a tiré un trait derrière et c'est pas jojo. Voilà. Donc je pense qu'on s'orientera sur la première qui est là. Hein, en haut à gauche, par un point d'entrée du village, non. C'est pas celle-là qu'on va mettre, mais c'est bien celle qui est à gauche. Suivant. Vas-y.
ça, c'est toujours l'idée de nommer, d'apporter, comment dirais-je, de labelliser un petit peu ce que l'on fait. Donc le clos du souvenir, c'est pareil, ça sera sur un vert qui sera dans les couleurs, on a essayé de garder le code couleur dans la couleur qui a été peinte du crucifix et des obus dans cette espèce que moi j'appelle le vert bronze, certains me disent vert mat, enfin peu importe, vous voyez un petit peu la couleur. Ça sera sur l'acier posé sur le côté qui descend sur la route de la Matte et la route de Ruisseau. Là, on trouvera le clos du souvenir. Et ici, on trouvera la salle du conseil des mariages. Et toujours dans le code couleur, ça sera couleur prune, un petit peu comme les. Ils ont mis une réglette en bas pour éviter les trous, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Là, on a affaire à un spécialiste, donc voilà, c'est pour ça, c'est pour éviter tous les trous. Et que ça se lie ensemble et non pas comme des lèvres les uns avec les autres. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce qui nous a occupé ces temps-ci. Pourquoi après le S, là, il finit droit et pas sur le L là au bout? Ça serait bien de. Je sais pas. Ce que tu peux me dire, parce que là, sur le clos en haut, le S il dépasse. Sur le L, en face, on pourrait le mettre pareil. Après, ça. Parce que. Après, c'est une question technique. Non, le L de le clos. Dans la première lettre, vous voyez, le S. Il dépasse et. Là, ça serait bon. Je ne sais pas s'il y avait le trait. Qui arrive jusqu'au bout. D'accord. Oui, non, mais je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ce serait bien qu'ils finissent à. Et je le reverrai. Non, mais c'est une question graphique. Hein. Oui, c'est ce qu'il a. L'espace entre ça et du est petit et le du est conseil. L'espace entre ça et du est plus petit que l'espace entre du et conseil. Ouais. Bon, non, mais si, mais ça, c'est parce que l'espace. Ça, c'est parce que c'est visuel, c'est parce que le E, il y a un espace. En calligraphie, entre le E et le D, il devrait y avoir moins d'espace qu'entre le D et le C. Ce qui est normal parce qu'il y a un espace dans le. Ok. Je lui ferai part des remarques. Pareil, le D. Moi, ça me choque plus entre le T et le D que le S et le M. C'est la taille, ce qui est écrit sur le côté, la 10, c'est la taille des lettres 10 cm. Moi, je suis un petit peu sceptique parce que les gars, en général, ils utilisent des logiciels. Voilà. Les logiciels, ils ont des polices qui sont déjà préparés, ils écrivent, mais ça développe. Je ne bouge pas, Pourquoi du souvenir n'est pas aligné sur le. Pourquoi c'est décalé? C'est un choix artistique, c'est tout. Si on veut faire unité dans le village, il faut mettre du. Non, c'est pour descendre, non? Ça descend là. Ok. On fait ça, on fait ça. Moi, j'ai juste une question. Je me pose la question, on est sur 120 salles des mariages et des mariages. On est sur une longueur de 120 et quelques, je ne vois pas bien. Je me posais la question de savoir si. C'est 1m28, c'est 1m30, c'est ça. Je me posais la question de savoir si c'était pas un peu grand. Autant le clos du souvenir, ça ne me pose pas de question parce que c'est un peu moins d'un mètre, grosso modo. Si on fait les deux, ça fait 1m20, un peu plus. Autant la salle du conseil de mariage, j'aurais peut-être vu quelque chose d'un peu plus resserré. Je ne sais pas si c'est possible. Ça veut dire que si on resserre les lettres, on diminue. Ça, c'est pour mettre à l'extérieur. Non, ça sera peint comme les suceries en feuilles, là. C'est pas Et comment le parle de mur? Du coup, sur cette façade, on mettra que ça, on ne fera pas le chêne. 10 cm. Et le chêne. Si on dit le Le n'est pas bien beau. Si on a le chêne, Il y aura le chêne. le chêne, ça du conseil et Des des mariages. mariages. Pardon? C'est pas très long. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça, C'est ça.
Ah, d'accord, oui, tu Moi, je te dis, c'est pas, ça me paraît pas. Oui, là, tu vois, C'est un peu près ça. mais là, il doit être à l'échelle, là. Là, il est acheté. Hein? Et ça, le conseil des maires, on est obligé de le faire. On appelle à 5-6, Parce que j'ai pas connu lui. Vous l'avez aussi, moi, que je fais. Est-ce qu'on est obligé de préciser ça le conseil des mariages? Bah oui, parce que ça a une fonction républicaine. Le chai, c'est son histoire. Là, il a comment dire, un engagement, même s'il y aura des associations, il y aura des activités, etc. Mais moi, je serais favorable à ce qu'on ait. Non, On ne peut pas rajouter le chèque. Si. Il n'a pas été mis, mais c'est vrai que donc, là, vous avez remarqué qu'il fallait le mettre. Je pense que c'est bien qu'on visualise au cœur du village le lieu où les décisions se prennent et là où les gens s'aiment. Non, j'ai entendu toi. J'ai pas entendu ma Cécile. Elle dit, il me dit, c'est dans les jeux romantiques. On est tous romantiques. On passe au. J'ai noté les deux petits points. J'ai l'approche. Tac. Non, j'avais pas. Allez, tac. Vas-y. Je suis aux ordres. Alors, ça, excusez-moi, normalement, ça va ressortir meilleur. Donc, c'est le budget. Alors, je vois avec mes yeux qui ne voient pas trop bien. C'est 1748,30 € pour le clos du souvenir et la salle du conseil et des mariages. Je rappelle que là-dessus, c'est pareil, on a 40% au niveau d'une subvention départementale. Mais après, je vous ai mis un petit topo derrière. Tu peux aller sur l'autre. Plaisir. Je fais bien. Ouais. Attendez, voilà, super. Ah, c'est pas comme ça. Et là, on est sur un budget, donc sur tout ce qui est là-haut, au rond-point, Ville-Audric, Berceau, du Bousselet Blanc, ainsi de suite, la découpe laser et la mise en œuvre et la pose, on est sur un budget en taxe de 3627, 3627, et c'est je on a mis aussi 4312. Donc là aussi, avec une subvention de 40%. Ah, voilà, merci. Ah, Comme question, en quel matériau la salle ici? Parce que ça va être peint ici, comme je le disais tout à l'heure, de couleur prune pour garder le code couleur de la salle, puisque les huisseries et ainsi de suite sont couleur prune, et le bleu du souvenir. C'est de la lumière découpée laser. Voilà. Et sur le Ville-Audric, c'est des lettres de 60 cm de haut. Par contre, l'alu, c'est pas pensable, donc il était parti sur de l'acier très épais, je ne dis pas le devis qu'il y avait, donc il l'a retravaillé et il va nous faire, toi qui connais mieux ça que moi, c'est du fer de 1 mm ou je sais pas quoi, il va mettre côte à côte, l'un sur l'autre, deux pour avoir une épaisseur de 2,5. Parce que l'acier, le truc en acier, c'était même pas la peine de le regarder. Voilà, donc voilà sur quoi on est parti. Je rappelle que là-dessus, il y aura 30%. Donc là, on est sur les trois projets. Il en reste un, mais oui, on est sur les trois projets. L'entrée de village, le clos et les chaînes, c'est ça. Avec une somme de 3 677 € et qui va faire l'objet d'une demande de subvention à hauteur de 40%. C'est ça. Ça va, c'est clair, on continue pour que vous ayez une vue d'ensemble. J'appuie sur le. Bon, ça alors, c'est ce qui ressort de l'eau. J'ai eu un appel téléphonique
d'un monsieur qui s'est présenté comme un peintre, un artiste, qui vient en Montauban, qui exerce depuis longtemps et qui est spécialisé dans le château d'eau. Donc c'est un monsieur qui passe à Villeroy et qui a vu qu'on était en train de reprendre le château d'eau. Donc je lui ai dit qu'il y avait une commission patrimoine, qu'on s'était réunis, qu'on n'avait pas validé le fait de peindre le réservoir, Villeroy, machin. Bon, j'étais tombé à l'eau, il dit si, mais moi j'en ai fait d'autres, je vais vous présenter quelque chose. Et travailler, présentez-nous quelque chose. Donc, on l'a vu sur place avec Philippe. Il a commencé à dire je veux 3000, je veux 2500. On s'est mis d'accord à 2000. Et il nous a proposé ça. Donc, moi, je n'ai rien validé. Il n'y a rien de validé. Je ne l'ai même pas passé en commission patrimoine. Parce que, comme on avait rejeté le premier projet, je voulais vous le présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va pas, c'est complètement faux, c'est bien. Je rappelle que Villeaudric n'existera pas parce que Villeaudric, on va la voir au rond-point. Demain, si on travaille sur l'entrée, côte de Villemur, on risque d'avoir également Villeaudric. Donc Villeaudric, vous l'oubliez là, j'ai pas voulu que je refasse. Juste un visuel de vigne. Un visuel de vigne avec des sillons de vigne, avec des grappes de raisin, et juste à hauteur, à 3,50 m. Voilà. Pour l'information quand même, on avait décidé de ne pas être sur le projet précédent qui était à hauteur de 5 000 €. Si mes souvenirs sont exacts, parce qu'il y avait une peinture sur le réservoir du haut, il y avait un échafaudage, etc. Et on avait trouvé que 5 000 € c'était beaucoup, même si c'était un joli visuel, c'était beaucoup. Et donc on avait décidé en gros de ne pas le faire pencher vers le conseil. Il y a cette opportunité-là, donc moi je l'ai rencontré avec Jean-Julien. Voilà, bon, c'est 2 000 €, là aussi, subvention de 40% du conseil départemental. Est-ce que l'on veut, pour une charge à la ville ça fait combien? 1200. Voilà. Est-ce qu'on veut pour 1 200 € avoir une fresque qui sera visible sur la moitié, un gros tiers, quand on vient de Lossonel, enfin, quand on vient de la route de la Plaine, hein? Pas de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a des petits. Est-ce qu'on veut, maintenant qu'il est bien repeint, pour, à la charge de la ville, 1 200 € avoir ce visuel-là? Je les trouve plutôt assez neutre, qui va bien au village, et on n'en rajoute pas. Donc, ça a un coût de 1 200 €. Ou est-ce qu'on ne le veut pas? On est largement inférieur à ce qu'on avait imaginé au départ. Quelle hauteur il fait le dessin? T'as dit 3,50 m? Pardon? 3,50 m. La hauteur fait 3,50 m juste au-dessus du petit truc là. Okay. Entre les deux premières fenêtres, hein, voilà. Il va entre les deux premières fenêtres. S'il ne veut pas Villeaudric, on peut négocier le prix. Non, il a intégré. Il a intégré. Si je présente comme ça, je dis. Non. Il y avait 2 grammes de raisin, ça va se C'est comme ça. Marie-Cécile. Je n'ai rien compté les 1 000 €, mais déjà avec le rond-point qui a un on va dire qu'il y a peu. Là, il n'y a pas marqué Villeaudric. Hein. Non, mais il y a juste lui. Il y a juste la ligne. Tu trouves que c'est trop? Oui, trop de vignes. Bah oui, trop de vignes. Et les pêches et le reste et tout. Et après, c'est pas très, ce sera pas très vite. Je n'aime pas, mais bon, c'est mon avis esthétique, je n'aime pas. Mais en plus, déjà qu'on annonce le Bisley, le siège, le berceau, encore du monde, on dit, mais là. C'est une identité qu'il faut répéter. Tous les nouveaux habitants, ils ne savent pas forcément qu'on est autant attaché au vignoble. On peut mettre une bouteille géante devant la mairie aussi. Pour corroborer ce que dit Nicolas, moi je crois que, on le voit, on regarde un peu la trajectoire de ce village, on est sur un village qui a une histoire, qui a des éléments constitutifs qui sont assez forts. Ceux qui ont participé à la conférence de présentation du livre de Christian c'est ça, pour lequel moi j'avais fait quelques interviews avec lui pour voir un peu comment il travaillait.
Et il y a des éléments qui sont assez forts sur l'histoire de ce village et qui, d'une certaine manière, sont à exploiter dans le cadre de son identité, non pas pour se poser, mais pour se différencier et affirmer sa valeur. Et la question du vin, au même titre que la question du vin août, au même titre que 2-3 éléments un peu plus périphériques, font partie de la question identitaire. Alors, l'identité, c'est forcément réducteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une identité multiple, hein, mais si on veut communiquer sur l'identité, il faut communiquer sur un ou deux éléments, sinon on brouille le message. Alors, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'à côté du raisin, on ait, je sais pas, un pêcher, un poirier, ou un truc qui rendrait d'une certaine manière hommage ou grâce à la diversité de la culture du village. Mais d'affirmer le fait que Villautric a été et encore d'une certaine manière une place forte au sein du vignoble, même si elle n'est pas dominante, je trouve que ce n'est pas forcément inintéressant pour l'histoire et pour l'avenir, à partir du moment où on en fait un village qui a un peu de sens. Alors est-ce que c'est pour ça avec ça ou pas ça? C'est pas parce qu'on ne fera pas qu'on n'a pas fait de construction identitaire. Mais je pense que c'est bien d'affirmer un village authentique, un village avec une histoire, un village avec une tradition. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors après, le visuel, on peut très bien dire une grave autre chose, j'en sais rien. C'est pas moderne comme visuel. Je ne sais pas comment tu vas te mettre à la limite que les gens c'est pas moderne, Il faut regarder ça complètement. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme la première proposition. Non, mais c'est daté, excuse-moi, c'est complètement daté. C'est une proposition qui date des années 80, quoi. Franchement, c'est changé un petit peu. Ah ouais. Sur la château d'eau, elle va être. Moi, si vraiment on veut faire quelque chose autour de ce château d'eau, peut-être avoir un projet avec les enfants du village, un peu comme ça a été fait au niveau du stade, etc. Enfin, quoi? Non, mais j'en sais rien, mais bon. Là, moi, je suis faire plancher sur les idées, j'en sais rien. Moi, je suis réceptif à ce que vous venez de dire sur le fait que c'est pas extrêmement dynamique. Alors, c'est une chose que de se dire, on y prévoit quelque chose. C'est autre chose de se dire, est-ce qu'on prend ça pour un peu longtemps. Maintenant, si vous dites, ça manque un peu de punch, c'est bien de se relier à l'histoire, mais on pourrait le faire de façon un peu plus olé olé, mais un peu plus moderne, un peu plus dynamique, moi, ça, j'entends. Et est-ce qu'on peut demander à ce monsieur de retravailler, de lui dire que sur le principe, un visuel de cette ampleur-là, c'est une bonne idée, mais quelque chose d'un peu plus actuel, un peu plus si c'est faire. Moi, j'ai une crainte par rapport à si jamais le fait d'avoir une fraise comme ça, si jamais dans le temps, il y a une dégradation. Il est clôturé, Oui, mais ça ne veut pas dire parce qu'il est clôturé, ça pas des jeunes qui vont y monter, ils taguent là. Mais bon, on peut se faire taguer aussi le mur du chien. Oui. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit défensif par rapport aux sensibilités. Il y a des choses que tu peux rattraper. Là, à mon avis, c'est ça. Le château d'eau se prête plus maintenant à être tagué, parce qu'il est plat, seul, je pense, que s'il était déjà chargé comme ça. On peut peut-être anticiper Bon, il y a deux sujets qui se dessinent. Un sur le principe et deux sur le visuel. Il semblerait que sur le visuel, il y ait un certain nombre de personnes qui soient dubitatives. Qui dubite? Oui. Ah, d'accord, une majorité dubite. Ok. Vous savez que. Et sur le principe, est-ce que vous êtes favorable au principe? D'accord. Vous savez. Ah. Non, moi je vois les problèmes. Toi, tu ne vas pas intervenir. Qui est favorable au principe? Levez la main. Ça dépend quoi. Non, mais un principe, c'est pas ça dépend quoi, ça n'avance pas. Il faut avoir plusieurs mois de la prévenir. Philippe, au principe, tu dis quoi? Moi, je le trouve très bien aujourd'hui, avec le repas, il est chouette. Voilà. Ils se font dans la. Enfin voilà, c'est un château d'eau, on ne le remarque pas parce que c'est un château d'eau, mais on le remarque que c'est un château d'eau. Mais voilà, tu passes à côté, tu fais pas. On va retravailler. Qui est favorable au principe? Qu'on voit un peu comment une majorité se dégage ou pas? Ok, donc on est favorable au principe, mais on n'est pas favorable à cette affaire-là. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le principe, on y est plutôt intéressé.
on voit s'il est dans la même gamme de prix, puis on Oui, fait oui, un peu si sur c'est celui-ci. c'est faire. Si c'est pas faire, parce que là on est vraiment sur un prix aller chercher. si c'est pas faire, etc., on en reste là. Si au contraire il va ajouter une proposition plus colorée, plus dynamique, etc., on utilise la commission patrimoine hein, pour travailler un peu cette affaire-là. Pardon? Quel âge il a, Écoute, il a- mon âge, moi, je- c'est mon âge, c'est jeune, j'ai 40 il a fait des repas. Je pense que j'avais mis le lien, je vous signale que nous sommes enregistrés. Oh, mais c'est bon, ça marche. C'est bien pour ça marche. Donc, je vous avais mis le lien, je crois, il y a un site internet. Hein, je vous avais mis le lien quelque part, je ne sais pas si Barbara l'a retransmis. Et je vous invite à aller sur son site internet, vous verrez les châteaux d'eau qu'il a peint dans tout le secteur, à la ronde, il y en a pas mal. Ouais, On verra sur les conseils. voilà. Vous pourrez voir, il y a des châteaux d'eau, il y a des copines qui ont pas eu peur. Si nous on est un peu frileux, il y a des copines qui ont pas eu peur, mais je vous laisserai écouter. On passe à la suite. Ok, on s'en tient à ce qu'on vient de dire. On fouille le principe, mais pas ce visuel-là. C'est ce que vous avez. Oui, Donc ça veut dire qu'on revient. Il fallait aller plus loin. Oui. Moi, tu sais, quand je fais des marches arrière, c'est pour avancer. Voilà. Vous avez fait une petite synthèse en disant le clos du souvenir, le chai, le rond-point, 5134 €. Le château d'eau, on oublie. Donc les calculs sont faux, mais on va les faire quand même. Subvention sur l'ensemble qui se monte à 2853 €. Je vous ai mis pour mémoire que sur le clos du souvenir, puisque la loi du 2 mai 2022 nous a fait bénéficier d'une TVA 0% sur l'ensemble des travaux qui ont été faits. Donc nous n'avons pas avancé à l'État 13 800 € pendant 2 ans, c'est resté ici. Et l'État nous rembourse 16% des 20%, donc ce qui représente 552 € que nous n'aurons pas dépensés. Je ne sais pas si je suis clair. Il reste à charge pour l'ensemble de ces projets, donc le clos du souvenir chez Rond-Point Château d'eau, un reste à charge pour la commune de 3 729 €. Aujourd'hui, on n'acte pas le château d'eau, mais on acterait le reste. C'est ça. Ce qui fait qu'on est sur 2000 € de moins. C'est 1500, enfin 1200, pardon. Donc, 1200. ce qui fait 2500 € à la charge de la commune. Est-ce que l'exposé est assez clair pour tout le monde? Tout le monde a fait la gymnastique? Ça, c'est la dernière, je l'avais présenté. Voilà, juste pour ce que j'aime bien ça. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer, le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui ne peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Je me rappelle que c'est que j'ai intégré le but, donc quand on sait ce qu'il a fait. Et un monument restauré, ça j'aime beaucoup, traduit les connaissances, les ambitions, les goûts, non seulement du maître d'œuvre, mais aussi du maître d'ouvrage. C'est le vrai élévateur de l'appréhension des édifices par une génération donnée, qui leur permet de reconnaître au ciel qu'un édifice est sans couleur. Ancien conservateur de l'architecte du patrimoine. Alors faites-vous pour l'ensemble de ces embellissements au prix de, non pas de 3 827 €, mais à peu près de 2 500 € si on enlève les 200 € qui conservent. Contre pour abstention. 2 500 €. C'est ça. Est-ce que l'exposé est clair? Oui. Pardon? Non, tu veux qu'on revienne un peu en arrière? On a l'entrée de Villaubric sur le rond-point, on a le clos du souvenir et on a le chai. Et on sent le château d'eau. Sur ces trois éléments-là qui sont en métal, machin de pain, etc., on est sur une somme de 2 500 € à la charge de la ville. À la charge de la ville. D'accord? Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes favorable à cet embellissement sur les trois dispositifs, au point, au du souvenir? Si on a retenu le principe des châteaux d'eau, qu'on faisait quelque chose, ce sera toujours dans l'ordre de prix de 2 000 €. Oui, le rapport de l'ordre. Donc pourquoi on ne part pas là-dessus, même si on ne pourra pas cette fresque-là? Il faut voter ça, on va falloir le repartir au conseil pour redemander une subvention et pour comptabiliser là-dessus. Comme vous voulez. Ça, administrativement, ça fait qu'un seul dossier. C'est ça. Ouais, ça fait que c'est un dossier. Quitte à ce que si on ne le fait pas, de toute manière, quand ça ira à la subvention, on les facture et on les mettra pas. Voilà, tout à fait. Bon, mais ok. Autant
le laisser. Vous êtes favorable avec la proposition de Denis? Donc on reste sur un coût à la charge de la ville à 3 827 €. Ça comporte le château d'eau. On va retravailler sur le château d'eau et vous direz, et ils diront en commission patrimoine ce qu'ils vont faire et ce qu'ils le font et ce qu'ils nous proposent. Et à ce moment-là, on verra si on maintient. D'accord? Qui est favorable donc à l'embellissement de ces 4 points? Donc un n'a pas été, le visuel n'a pas été retenu. Qui n'est pas favorable? Qui s'abstient? Une abstention. Ok. Et on en vient au dernier point à l'ordre du jour, si je peux pas les voir. Hein? Ouais, c'est ça. Sur l'éclairage public. Est-ce que j'ai quelque chose sur l'éclairage? Je dois avoir quelque chose, alors peut-être on peut allumer pour le yeux. Bien, donc vous étiez un certain nombre présents jeudi dernier, jeudi 3 décembre, vous étiez un certain nombre présents pour ceux et celles qui le pouvaient au moment de la réunion. Novembre, j'ai dit pardon, novembre. Pour l'échange public qui a eu lieu à la fois sur la présentation du dispositif de sécurité routière et sur le projet d'éclairage public. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là, on a eu la présence de la gendarmerie, du lieutenant de gendarmerie de certains de ses collègues, et on a eu la présence du maire de Villeneuve-les-Boulocs, qui est venu nous rendre compte de la façon dont ça s'était passé l'extinction depuis une dizaine de jours dans sa commune. Et le maire, Serge Théron, le maire de Boulogne, qui est venu témoigner de l'éclairage, l'extinction de l'éclairage qui a eu lieu depuis le mandat précédent. Je ne sais plus si c'est 2019. 2 ans. Depuis 2018. Bref, voilà, une soirée plutôt sympathique. L'occasion m'est donnée de remercier chaleureusement Didier pour le travail fait à la fois sur la sécurité routière et sur le projet d'éclairage, parce que ça a été de nombreux allers-retours, il a fallu voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on avait pour la possibilité, etc., les finances, etc. Ça a été assez conséquent comme travail, donc on conseille Didier, merci 1000 fois pour ce travail-là. Et je pense que ça s'est senti dans les différentes réunions publiques. C'est la 3e réunion publique qu'on fait sur ce thème-là. Je pense que c'est bien d'y informer la population. Certains ne viennent pas, on avait eu 25 personnes, à peu près 25-30 personnes. On a eu plus les voix précédentes, bon, en tout cas ceux qui viennent étaient vraiment actifs. On a eu des propos assez positifs pour la quasi-totalité d'entre eux, des gens assez constructifs et intéressés à la vie du village, y compris des gens qu'on connaissait peu, donc ça s'est trouvé que c'était plutôt intéressant. Il en est ressorti le fait que le projet d'éteindre le village la nuit ne posait pas plus de soucis que cela. Hein. Même certains y étaient très favorables pour des questions liées à la protection de l'environnement, de la faune, de la flore, etc., etc. Il n'y a pas eu de débat très très contradictoire sur cette affaire-là. Et puis on a eu un débat assez intéressant sur la sécurité routière parce qu'on a pris l'engagement de valider tout ce qu'on avait prévu, tout sans exception. Et ça, on en a souvent parlé avec Didier. Ce qui fait la crédibilité d'élu, c'est le fait de tenir sa parole et de faire ce qu'on a dit et de dire ce qu'on va faire. Et ça, on ne les dérogera pas sur aucun point. Mais il y a eu de nouvelles propositions qui sont apparues en disant mais faites attention à tel point du village, faites attention, etc. Et donc on les intégrera chemin faisant dans les années à venir. Il y a eu des propos sur la sécurité des cyclistes qu'on a pu aborder, sur lesquels je ne sais pas forcément comment le traiter, mais il faudra qu'on s'y penche. On a eu un certain nombre de questions comme ça. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est l'extinction de l'éclairage public. Et il faut qu'on prenne une décision de façon à ce que moi je sois autorisé à prendre un arrêté dans ce sens. Peut-être que tu peux rentrer dans le détail du dossier pour voir les alternatives qui se présentent à nous et ce qu'on pourrait faire. Juste la présentation de la réunion, pour rappeler quelques chiffres déjà pour savoir où on va. C'est peut-être une base. Dans notre village, donc on parle là uniquement d'éclairage public, donc 27 secteurs différents, donc pilotés par des gens, vous avez déjà entendu parler, 324 points lumineux. C'est ce qui régit tout notre commune. Bourg et alentour, bien sûr, tout notre commune.
Donc sur ces 300 mètres carrés, on en a 233 qui sont déjà équipés de LED puissance, ce qui veut dire qu'en fait la consommation elle est de base à 36 watts, elle s'abaisse à 18 après quelques heures d'utilisation. Et ensuite, les gros points à envisager en termes de renouvellement, c'est 91 points lumineux qui sont très énergivores. Voilà, c'est les lampes sodium. On a un ordre d'idée, c'est ceux qui sont à la ZA de Carole, c'est des grosses lampes de 100 watts. 44 Cosmo White 90, toujours un ordre d'idée, c'est ce que nous avons dans la descente de la route de la Négate, ainsi que la route de Bloc. Et les Cosmo White qui donnent les taux chauds, les Cosmo White. C'est en 60 watts, et là on a 27 unités, principalement la route de Rochelle. Voilà, donc ça c'est les 91 points, c'est une réflexion à mener quand même assez rapidement pour essayer d'avoir des programmes peut-être de remplacement pour aller vers le LED. Et ensuite, il y a deux points quand même énergivores, c'est les deux boules c'est 8 fois 400 watts, et le stade de foot, c'est 8 fois 2000 watts. Voilà. Donc tout ça, ça nous amène grosso modo à une consommation annuelle d'environ 14 000 euros. Donc sur les chiffres de 2021, aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais vraisemblablement, vu les augmentations, on sera certainement plus que ça. Et sur une prévision qui a été éditée par le SDEC, donc le syndicat d'électrification, si on prévoit donc 5 heures de coupure nocturne, peu importe quand, c'est 5 heures de coupure, on a une économie possible d'environ 5 000 euros annuels. Je dis bien encore sur les chiffres de 2021. Sauf que ces 1 000 euros, un petit peu, ces 5 000 euros, donc un coût pour le paramétrage des horloges, c'est-à-dire qu'on est obligé d'envoyer des équipes par horloge sur le terrain pour changer le paramétrage, en l'occurrence le paramétrage pour les coupures. Et là, une horloge, ça vaut entre 110 et 130 euros l'horloge pour la modifier. L'intervention. Voilà. Donc, ce qui fait grosso modo 2500 euros de mise en fait de coût pour paramétrer toutes nos horloges, ce qui minore bien sûr l'économie annuelle qui était au départ de 5 millions. Voilà. Et après, une fois que c'est fait une fois, si on ne décide pas de le modifier, bien sûr, on continue sur ces bases-là et l'horloge continue à fonctionner sur ces bases-là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre vision de notre commune en termes d'éclairage. Donc après, c'est ce que a dit Philippe un petit peu, c'est qu'au regard de cette présentation et un petit peu du débat qui s'en est suivi, il était effectivement, il n'y a pas eu vraiment de personnes qui soient vraiment récalcitrantes en fait à l'expression des lumières. Alors, il reste bien sûr à définir un petit peu le créneau vert. Là, je vous ai parlé de 5 heures de coupure pour un gain à peu près de 5 000 euros annuels. Il est évident que si on fait une coupure plus longue, donc c'est à définir pour nous, mais si on va vers 6 heures ou 7 heures de coupure, forcément l'économie sera d'autant plus importante. Mais sincèrement, sur la présentation, ensuite, tu as vu la gendarmerie aussi sur le fait des coupures nocturnes par rapport éventuellement à l'accident, par rapport à cambriolage, par rapport à tout ça. Tout le monde a fait un petit peu rassuré, il n'y a pas eu d'opposition vraiment ferme sur le sujet. Je pense que nous, il est nécessaire de toute façon d'aller vers les coupures, pour tout simplement faire de l'économie. Après, il reste à nous à définir un petit peu la plage horaire en fait, qu'on voudrait appliquer, et surtout, avant tout, le nombre d'heures de coupure. Voilà, c'est le principal objectif qu'on va faire. Ouais, l'économie elle est basée sur 5 heures de coupure. On a aussi abordé lors de cette réunion le fait que le vendredi soir et ou le samedi soir, on puisse avoir une extinction plus courte, donc une prolongation de l'éclairage. Non, pas forcément plus courte, mais plus tardive dans la coupure. On peut différencier de façon à ce que, je ne sais pas s'il y a un peu plus de mouvement le week-end. C'est motivé comme ça, avec la dit qu'il le faisait les vendredis et samedis. En fait, il y a des coupures, je crois qu'ils sont à minuit ou 1h du matin, je ne sais plus. Enfin, ils coupent un petit peu plus tard, je crois que c'est 2h du matin. Ils ont combien d'expérience? 2 semaines. Oui. Ils vont se baser sur Castelnau ou Boulot, ça fait 5 ans qu'ils sont. Castelnau, c'était annoncé. Oui. Sur les horaires de coupure, faire une coupure, si vous voulez, là on peut le tour du village, on va compter les personnes qui sont dans la rue, et il est 21h30. Je ne dis pas
à un moment donné, c'est pas la peine de laisser jusqu'à 11h s'il y a 3 personnes de 10h à 11h qui vont se trouver dans la rue. Parce que ça se programme aussi. Le week-end, il y a tout. Oui, C'est programmé une seule fois. c'est programmé une seule fois. Et après, autant de fois qu'on va revenir changer la programmation, autant de fois, il va falloir payer. C'est-à-dire que si on éteint de façon uniforme tous les jours de la semaine, et que dans quelques mois on revient en se disant c'est mieux de différencier le week-end, on repaye. On va regarder La même somme, c'est-à-dire 2500 balles à chaque fois. Ça dépend du nombre d'horloges que tu peux faire, mais les 2500, ça correspond à 27 fois du million. On a intérêt à one shot. Sûr. Les systèmes de détection automatique, tu avances dans la rue, ça c'est qui en automatique. Ouais, alors si ça existe, oui, mais le syndicat de l'explication, il n'est pas pour le mettre sur des voies de circulation. Il est mettre sur des voies piétonnières, aussi clair. Des lotissements, Ou des lotissements, ou des choses comme ça. Voilà. Et sur des voies de circulation, non. C'est pas envisageable. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un plus ou moins un flux, et pour avoir tout le système, alors, on n'a pas parlé d'investissement en termes de coût de mise en place de ce genre de choses. Mais ils ne sont pas favorables du tout, parce que ce soit sur les voies de circulation. Après, sur un jardin, éventuellement, sur un passage piéton ou sur une piste cyclable, éventuellement, oui, ça peut s'envisager. Voilà. Et après, pour nous, voilà, je pense que le plus important, c'est de définir déjà l'amplitude, donc qu'on souhaite, et après l'aménager le week-end ou pas le week-end. Sur nos 27, en fait, toutes nos horloges ne sont pas compatibles à modifier en fait sur 2 fuseaux horaires, c'est-à-dire qu'on pourra faire qu'une seule programmation, et là, ça sera de telle heure à telle heure au point de mort. Il y a d'autres horloges qui sont plus récentes, où c'est que là, on peut mettre 2, voire 3 créneaux horaires de coupure. Voilà. Ça dépend de l'historique de nos horloges. Il y en a à peu près la moitié qui correspondent avec une modulation possible, et à l'occurrence, c'est surtout notre centre de village, où on peut moduler en fait par 2 créneaux horaires. Voilà. C'est ce qu'on peut rejoindre, et éventuellement sur la coupure unité. En revenant sur l'horaire aussi, moi, le matin, ce qu'il faut c'est l'horaire du bus. Là, il est à 6h30 le matin, je passe une demi-heure avant, il faut qu'il soit libre. Il doit y avoir avant 6h30. À mon avis, avant 6h30. De le regarder là, c'est 6h30. Si c'est à 6h15, c'est. Il y a un ramassage. Il y a un ramassage. Il y a des 6h. À 6h, il y a un ramassage. Moi, je le trouve à 6h30. 6h, ça non, ici. Ici, il y a un ramassage. Ah oui, quand je démarre en tard le matin, là, que je monte sur Toulouse, il y a déjà des grosses rapides dessus. Donc, non, mais je pense que c'est soit de 6h ou 6h30, il y a une demi-heure avant, il faut que le jus soit revenu. Voilà, c'est 6h30 moins le quart, il faut que la lumière soit là. Mais non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas le bus. Si le bus il passe à 6h30, c'est pas la peine d'arriver à 5h30. Ah, mais je te dis, à 6h, il y a un ramassage. Oui, je sais que c'est un peu insuffisant. Par contre, tu peux avoir des flux de voitures et photos, déjà les gens qui partent travailler. Ah ouais, non, mais ça, le matin, donc. Il y a des qui travaillent à 3h du matin. Vous nous éclairez. Non, mais on peut éclairer à ce moment-là. Non, mais à 3h du matin, il y en a aussi qui travaillent. Il y en a qui travaillent à. Il n'y a pas un flux. Non, puis après, il n'y a pas de. Après, Si on doit faire une coupure pour la poser les gens, c'est même pas la peine de parler. Le matin, je pense que oui, effectivement, l'impératif du ramassage, c'est important. Il faut le prendre en compte. Une demi-heure avant le premier. C'est 5h30, c'est 6h moins quart pour couvrir la période des scolaires ou même déjà voir le premier bus, c'est quelle heure il est. La ligne haute, c'est 6h à Villemur et 6h10 Villemur. 6h10. Mais voilà, 6h10, Si ça va. je fais par Villemur, 6h10, ça j'entends et je trouve que c'est normal de privilégier les gens qui vont travailler. Donc, si vous voulez vraiment faire 5 heures, personnellement, moi, ça ne me dérange pas qu'on passe 11h30. Parce que il faut vraiment le matin, même comme dit Philippe, c'est vrai qu'il doit y avoir des gens qui sont des pauvres, je ne sais pas dans quel secteur, où ils partent assez tôt. Donc, à 11h, autant alors commencer à faire la pause, l'extinction de 9h. Oui, mais plutôt. Qu'est-ce qu'il y a en dire? Là, on peut le faire le déménage après. On peut le faire après 8 jours. On peut poser les personnes le soir, mais pour privilégier les gens qui travaillent.
le matin. Non, mais j'entends. Il faut ici intégrer le fait que le soir, le soir à 10h30, il y a encore des réunions associatives, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, honnêtement, moi je crois que d'éteindre la lumière à 10h30 le soir, ça me paraît Il a dit qu'on pouvait moduler. Dans le centre groupe, on peut mettre plus tard et autour, on peut faire ça. Oui, il faut voir la répartition exacte de. Ben oui, on peut moduler éventuellement de ce sens-là, oui. On peut à 10h30 dans la base de campagne et faire 11h dans le centre-ville. À 10h. Pourquoi pas, je ne sais pas. Je vais faire ça. 10h30. Après, il faut reprendre secteur par secteur, voir la pendule, en fait, l'horloge, ce qu'elle va piloter en termes de raison. Mais après, oui, de toute façon, on va à chaque secteur, on peut faire une programmation différente de chaque horloge. Il n'y a aucun axe, selon vous, aucun axe du village qui doit rester allumé toute la nuit. Non, moi je pense pas. Je ne sais pas, moi il y a des choses parfois dangereuses, j'en sais rien, c'est une question. Moi je pense que la route de la Négrette, là, parce que c'est un passage-là. Les arcades, là-bas. Est-ce qu'on garde la place Émile Faure ou pas? Mais en tout cas, le passage de la Négrette juste devant la mairie là. Le problème, c'est qu'on a un poste, celui qui est à l'image qui est juste là, il a une grosse partie du centre du village. Et ça prend un peu d'une rue, un peu de l'autre. C'est pas. Pour faire de la gestion d'une seule voie, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. On peut s'y pencher, on peut voir, il faut qu'on mette sur un plan. Est-ce que vous êtes favorable? Mais, est-ce que vous êtes favorable à une extinction complète du village? Modulée en fonction de la zone géographique, c'est-à-dire plutôt en périphérie, plus tard en centre du village. Et où est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un ou deux axes qui soient réputés dangereux, qui soient maintenus en éclairage permanent? Moi, je ne sais pas, mais Castel. S'ils sont dangereux, en fait, on peut circuler. En fait, on me dit que j'ai vécu cette expérience, les autoroutes étaient toujours éclairées toute l'année, et maintenant ils sont plus éclairés, et ils n'ont pas été conçus pour être utilisés dans le noir, et je trouve qu'ils ne sont pas sécurisés. Il y a peut-être plus sur les autoroutes françaises, plus de catadioptres ou de balises. Donc, s'il y a des endroits vraiment dangereux dans le village, ça nécessitera qu'on avoir équipe la gendarmerie, voir peut-être des endroits où il faut mettre les catadioptres. C'est quoi qu'on appelle un endroit dangereux à Villodric? Je vois que Castelnau, ils éteignent tout, Boulogne, ils éteignent tout. Et nous, on a une voie bien plus dangereuse que les autres. La seule réflexion que l'on mène sur deux points sensibles qu'on a relevés, c'est le virage de l'Ossolène et ce virage des arcades. Donc ça, c'est deux points sensibles parce qu'on a constaté des accidents, et surtout aux arcades, c'est fréquemment. Donc effectivement, un feu lumineux, mais là, on est obligé, si on passe sur une coupure d'électricité, ça veut dire que le feu, on est obligé de l'alimenter en photovoltaïque. On ne peut pas le faire sur le réseau, sinon on coupe tout. On avait discuté Un clignotant de rappel en fait au-dessus des panneaux en place. C'est-à-dire qu'on a des panneaux à chevron bleu qui indiquent le virage et juste un panneau un clignotant qui sensibilise encore plus. Et comme le village sera noir, il n'a pas besoin d'être d'une grosse puissance, je pense qu'il va attirer l'œil de toute façon. Après, bon voilà, c'est les deux points vraiment sensibles qu'on a repérés, et je pense qu'on ira avec un changement de avec bien. Il y a des trucs qui m'échappent, mais c'est parce que tu parlais des arcades, mais les accidents, moi je les ai vus en plein jour. Non, aussi. Je veux dire, le virage, à la fois, il est dangereux. Ça clignote toujours et nuit. Et pour que ça clignote toujours et nuit, il faut du photovoltaïque. Mais après, la discussion, alors, j'ai pas pu venir à la réunion, tout ça, mais je disais que par rapport à la sécurité, tout ça, apparemment, vous n'étiez pas alarmiste, et on parle d'éteindre, donc, voilà, j'exprime mon avis, mais on parle d'éteindre, mais effectivement, aller commencer à dire, oui, alors cet endroit-là, mais alors, non, si, non, mais tu vois, tu mets à cet endroit-là, mais là, tu fais à cet endroit-là. Ils ont dit non. Oui, non, mais il n'y a pas que. Ils ont dit non. Il y en a une tout à l'heure.
on débat sur un truc qui. Mais c'est ça. Pour donner un ordre de priorité, le maire de Villeneuve, donc, ils ont eux fait le choix de carrefour dans le jaune, et ce sont des carrefours qui sont situés vraiment hors agglomération. Villeneuve, c'est un petit village paumé vraiment dans la campagne, qui est très pas. Par contre, la commune de Villeneuve a un territoire très grand, et en l'occurrence, c'est sur les Beaux, qui est très accidentogène. Ils ont fait le choix de le laisser allumer. Voilà. Et l'autre côté, c'est peut-être aussi, en fait, voilà, mais parce que le territoire est quand même très. Nous, on n'a pas cette configuration-là. Donc, il y a ce nouveau rond-point qui s'est fait autour de Fronton. Jusqu'à présent, on n'avait pas le rond-point, on avait juste un point lumineux qui était un peu merdique, avec un carrefour encore plus merdique. Donc, si on coupe, à mon avis, on va couper toute la ligne. Et puis, vraiment, après, ce que disait aussi les faits, il y a quand même. C'est pareil, il est dangereux, il n'est déjà pas éclairé. Donc. Au départ, il y a quand même des carrefours dangereux qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas plus dangereux. Mais il y a moins d'accidents La nuit, je vois absolument pas. Après, voilà, c'est ce qui est sur les mentionné. piétons, Le fait d'avoir. Il y a moins d'accidents dans les carrefours que de jour. On est d'accord. Parce que le fait de rien y voir, en fait, ça suscite encore plus de vigilance à partir de là. Mais indirectement, tu ralentis ta vitesse et tu es beaucoup plus vigilant que dans un truc qui te paraît être sécure. C'est que là, il y a quelque chose qui va te débrouiller. La nuit, pour les véhicules, tu vois les phares. Les gens, tu ne les vois pas, les phares. Oui. Et Serge le disait, ça, il disait que, et moi je m'en suis aussi rendu compte, quand c'est éteint la nuit, si on a l'intention de ne pas être un délinquant routier, etc., on est plus prudent parce qu'on y voit un peu moins. Prudent et vigilant. Alors, ça n'empêchera pas le fait qu'il y ait un tabanard qui sorte d'un virage, un machin comme ça, mais c'est déjà le cas maintenant avec l'éclairage. Parce qu'il y a un peu sous moi, ça ne joue pas le dire. Donc, j'ai un petit bémol par rapport à ça. J'ai un petit bémol par rapport à ça, si on se projette un petit peu, comme nous ont dit les gendarmes, si de même on était amené pour différentes raisons à mettre quelques caméras dans le village, quand l'éclairage est éteint, les caméras ne servent à rien. Voilà, il faut le savoir également. Donc, je vais mettre un petit bémol. Voilà. Eux-mêmes, ils ont signalé qu'on n'aura pas voilà. Mais comme on n'en a pas aujourd'hui, bon, après tout peut se moduler. Oui. Après, c'est toujours une question de mandat, on revient qu'à ça. Hein. L'été, ça s'allume en fonction de la luminosité. Les horloges sont astronomiques, elles suivent justement cette période de luminosité et surtout elles sont pas actives à des cellules. C'est-à-dire que les cellules, partant gris ou autre, elles s'allument. L'éclairage public s'allume. Alors que l'horloge astronomique, elle est pilotée à distance et donc selon le fuseau horaire sur lequel tu es et selon la déclinaison du jour de la nuit, elles se mettent. Toutes les horloges astronomiques, nos 27, oui. Le seul bémol, c'est il y en a qui sont un peu modifiés, un seul, pas un créneau horaire, définir un créneau horaire. Il y en a d'autres, on peut paramétrer 2 créneaux horaires. Voilà. Dans l'image de l'extension. Après, nos 27 sont déjà équipés. Alors après, on évoluera certainement, on verra peut-être sur le programme d'investissement sur l'année prochaine. Il y a le centre de village, en fait, qui est une grosse partie du village. Chaque fois, on fait les bouillons, en fait, aller chercher les clés, parce qu'on a un problème de clés pour accéder au ce qu'il y a dans l'image, pour éteindre, pour le feu artifice ou des petits trucs comme ça. C'est vrai que là, si on pouvait mettre une horloge, c'est toujours l'horloge astronomique, mais pilotée à distance, ça fait sur le téléphone. Et ça pourrait être quand même un petit peu plus sympa quand on a besoin de faire briller le feu artifice et d'éteindre dans les lumières pour qu'on le voit encore mieux. Ou à l'inverse, il y a des fenêtres, Et aussi. Ça, il faut qu'on puisse le gérer parce que la fête du village, la fête du village, quand il y a des fêtes comme ça, c'est 500 euros. C'est 450 euros. C'est 500 euros pour le piloter avec le téléphone. Voilà, ça reste encore 450 euros pour la mairie, hein, parce qu'il y a toujours des subventions, alors 24%. Je pose la question pour la délinquance au pied de la médiathèque, qu'est-ce que vous voulez faire? Le noir absolu On est passé la médiathèque. Le noir absolu, parce que si je ne sors plus, s'il fait noir, on ne le verra plus. Ils sont pas l'été et la non, mais généralement, ce qu'il faut faire, Je ne sais pas.
C'est pas moi, mais Moi, je pense que moi, il sera éclairé, moi, ils y seront. Ils ne vont pas faire appliquer une bougie. Je peux vous dire que l'entreprise, mais on peut relever les choses. L'avantage de télécast avec. Ils vont péter la batterie du portable en 2. Donc ce serait plutôt visuel. Pour moi, oui. Pour le coin de la rivière. Pour le jardin, Après, donc, bon, la première des questions, je pense que Philippe, il faut le soumettre au vote, hein, c'est savoir si vous coupez ou si vous ne pas couper. Je crois que c'est la première des questions, si on coupe ou si on ne coupe pas. Et ensuite, savoir un petit peu l'amplitude de l'horaire. Moi, je pense qu'il faut aller vers 6 ou 7 heures, plutôt que 7 heures, parce que c'était éventuellement chiffré. Mais voilà. Bon. Et après, est-ce qu'on le décide là ou est-ce qu'on le décide en commission pour savoir vraiment on décide de la coupure en créneau, en ayant une coupure la plus importante pour des raisons économiques, mais la plus fonctionnelle au regard de la vie des citoyens. Et on se décide comme ça. Oui, Une question technique, si on acte donc de la coupure, le délai de mise en place, pendant le même sous 15 jours pratiquement. on coupe, tiens, tac. Voilà. C'est relativement rapide en fait parce que les procédures elles ont été améliorées. Donc en fait, il faut bien sûr un avis de conseil municipal, obligatoirement, et après le faire savoir. Donc c'est l'histoire de 15 jours et pour le mettre à l'application, et ainsi de suite. très bien. On vote. Ok. Donc qui est favorable à la coupure la nuit de l'éclairage public? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Donc, une abstention. Après, c'est vrai que le week-end, s'il y a un auto, il y aura la salle de fête. S'il y a un auto, les gens qui partent, ils seront dans le Mais voilà, ce qui est prévu, c'est c'est qu'avec un investissement supplémentaire de quelques centaines d'euros, il pourra y avoir sur un téléphone le fait de pouvoir s'adapter à des manifestations. Hein? Voilà. Après, c'est une question d'habitude et de. Dans la prochaine réunion, j'espère, je vais essayer de trouver un créneau là, pour faire tous les jours. Après, même avant, peut-être, hein, c'est de définir l'amplitude. Voilà. On parle de. On va rien suivre, mais bon, on a compris qu'on s'est dit qu'une journée meilleure avant le premier passage de bus, d'accord? Et puis après la sortie de la vie associative, donc pas 10h30, mais pas minuit non plus. Donc on essaie de trouver un truc, 11h, 11h30. Et puis si le bus il passe à 6h15, et ben on est sur 6h moins le quart, on sait rien comme ça. Après, si c'est 10h30, ça veut dire que toutes les réunions peuvent être aussi terminées à 10h30. Ça dépend de l'autre jour, ça. Il y a deux éléments qui sont influents, la qualité de l'animateur et Mais c'est pour ça. Est-ce qu'on a des réunions tous les jours? Même que Ok. Après, il ne faut pas penser que ça empêche Non, c'est un changement d'habitude. Quand on était petit, il y avait la GV. Est-ce qu'on a épuisé l'ordre du jour un jour? Philippe, si on est rapide pour la mise en application, est-ce que déjà la semaine prochaine, on peut déjà définir une date pour se réunir en commission pour justement avancer? Il faut que, à mon avis, si tu veux, on interroge nos interlocuteurs, voir ce qu'il est possible de faire, etc. Et le faire. À mon avis, il n'y a pas besoin de passer par une commission, on s'est dit les choses là. On s'est dit les choses. Donc on le fait en bureau, on prend la décision. On le fait en bureau et on informe, on laisse 2-3 jours de réaction, on informe sur l'équipe conseil en disant voilà, on propose dans la logique de ce qu'on a dit, une demi-heure avant le premier bus et de façon raisonnable le soir, pas 10h, mais pas minuit ni 1h du matin non plus, donc on a pu d'aller, on le propose et on voit comment les gens réagissent sur l'équipe conseil et boum, on y va. Ça évite de réunir une commission, machin, un truc. On s'est mis d'accord, là, je pense qu'on converge. Hein? Ok, très bien. D'accord? On a terminé le conseil? Oui. Oui. Normalement, tout ça. Ah oui, là, on est pareil. Là, c'est pareil, on a les panneaux, ils ne plus. Ceci étant, je pense que entre 11h30 et 4h du matin, il n'y a pas beaucoup de on peut couper la vidéo, Nicolas, s'il te plaît.
Et j'ai même les comptes, ils ont diminué au niveau tête, non? Non, minuit. Minuit.